Bonjour tout le monde. Alors, je viens pour la première fois, donc j'imagine que personne ne me connaît. Voilà. D'accord. Donc, je vais faire une courte petite présentation. Donc, je m'appelle Didier Giraud, je suis médium depuis que je suis tout petit. Autant vous dire que quand on est gamin, on se met différemment des uns des autres. On pense qu'on est normal, qu'on est comme tout le monde et que tout le monde est comme nous. Donc la médiumnité m'a toujours accompagné, mais je n'ai pas vécu ça comme quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était quelque chose au contraire de totalement naturel. Et ce qui est naturel, on n'en parle pas. On parle de choses qui sont exceptionnelles, des choses qui vont nous choquer, nous marquer, nous intéresser. On apprend quelque chose auquel on a du mal à croire, on va faire partager cette nouvelle-là aux autres. Voilà. Si je dis Philippe, t'as une belle moustache, il sait qu'il a une moustache. Voilà. Donc, on ne parle pas de choses qui sont évidentes. Et moi, depuis tout petit, je ressens les choses. Je n'allais pas dire à quelqu'un j'ai senti ça parce que je n'étais persuadé qu'il allait sentir la même chose. Comme si je lui disais il fait frais aujourd'hui. C'est pour faire la conversation, mais on sait tous qu'il fait frais aujourd'hui. Voilà. Non, je n'en parlais pas. En pensant que j'étais comme tout le monde et que tout le monde était comme moi. Mais il y a des choses quand même qui m'ont interpellé. C'est-à-dire que quand je sentais des choses négatives arriver et que je me disais oh là, non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire comme ça, parce que je sentais que quelque chose de négatif allait arriver. Mais j'en parlais pas. Surtout que quand on est gamin, il y a des adultes, et pour moi, un adulte, il est plus évolué qu'un enfant. Il est plus responsable, il connaît mieux la vie, etc. Donc c'était pas moi, un petit gamin de 7-8 ans, qui allait dire à un adulte, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour moi, l'adulte avait un ressenti beaucoup plus développé que celui que j'avais moi, enfant. Donc je partais du principe que ça ne sert à rien que je discute de quoi que ce soit. L'adulte avait eu la même information, il allait pouvoir anticiper et faire en sorte que les choses se passaient bien. Donc même quand j'entendais on allait faire quand même, j'y allais avec une petite appréhension, mais en me disant il a dû prévoir ce qu'il fallait pour pas que ça arrive. Mais l'événement négatif arrivait. Et là, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi il a laissé faire? Je ne comprends pas. Oui, mais dans un raisonnement de petit garçon, c'est. Mais il a fait quoi? Pourquoi? Et je ne comprenais pas. Ou il ne l'a pas vu, ou alors il a fait exprès, ou. Voilà, je ne comprenais pas. Et puis ça s'est répété, c'était récurrent, puis j'ai redonné mon CE2 parce que la maîtresse ne m'aimait pas. Tout simplement. Je sentais qu'elle avait de l'antipathie pour moi. Je la dérangeais. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je regarde les gens dans les yeux, je vois leur âme, leur énergie. Je sais qu'ils sont de l'intérieur. Et elle le captait, elle le sentait, et ça le dérangeait parce que c'était pas quelqu'un de bien. Et elle sentait que derrière l'apparence où je cajole, je félicite les parents, c'était que du paraître, que des paroles. Et derrière, c'était pas une bonne personne. Donc j'ai subi de l'humiliation dans cette classe-là, et elle m'a fait redoubler mon CE2. Et ça, pareil, je ne comprenais pas. Elle me mettait des mauvaises notes alors que j'apportais les bonnes réponses. Et quand je disais, madame, je crois que vous êtes trompée. Non, c'est pas possible. Va t'asseoir. Je savais qu'elle s'était trompée. Elle me mettait faux alors qu'à mon voisin, on avait mis la même réponse. Elle me donnait les points, et puis moi, elle me barrait, elle me mettait faux. Voilà. Donc j'ai vécu ces injustices-là. Le problème de l'hypersensibilité, quand on est médium, c'est qu'on est très fortement intimidé et qu'on a peur de la réaction des autres. On ne sait pas gérer nos émotions. Et très souvent, on se replie sur soi. On a du mal à vivre tout ça. Bon, j'ai eu une enfance pas évidente, j'ai survécu, je suis un adulte bien équilibré, j'espère. J'ai pris une belle revanche. Avant, je ne savais pas parler en public, maintenant je fais des conférences partout en France devant des tas de personnes. Voilà, je suis heureux de partager mes expériences de vie. Ça a été des enrichissements, même si c'était parfois compliqué et difficile. Ma vie a basculé en 2006. J'avais un boulot, j'avais une vie normale, et tout a basculé en 2006, l'année de mes 33 ans, où mes guides m'ont fait comprendre qu'il était temps que je réalise ce pourquoi j'étais incarné. Voilà. J'allais prendre les choses en main, détruire tout ce que j'avais pas de vie, pour me faire place nette et me permettre réellement de vivre mon plan d'incarnation. C'est un petit peu comme si j'avais une première partie de vie où on me disait, vas-y, tu décides, tu fais ce que tu veux.
récréation. Et puis la deuxième partie de vie, maintenant on a besoin de toi, tu fais ça. Donc j'aurais pu faire ce que je voulais dans cette première partie. L'avantage d'être quelqu'un de très intuitif et d'avoir une connexion, c'est je sais toujours là où le soleil brille le mieux, donc c'est facile de se diriger. Voilà. J'ai toujours été bon élève, pas parce que j'apprenais mes leçons, tout simplement parce que les réponses m'étaient inspirées. Et quand je devais réviser, je ne faisais que tourner les pages. Et à un moment donné, ah non, là je m'arrêtais, ça, ce passage-là, je sentais qu'il était important, alors le passage, je l'apprenais par cœur. Les questions qui étaient posées lors du contrôle, c'était sur le passage. Voilà. Une petite anecdote. Un jour, je tourne les pages, il y avait un contrôle de maths le lendemain. Je tourne les pages, et puis je suis attiré par aucun passage, rien. Mais mince, qu'est-ce qui se passe? Il est cassé mon truc. Je recommence, je tourne les pages, toujours rien. Ah mince. Je vais devoir tout apprendre. Alors, j'étais pas habitué. Et c'était vraiment apprendre, c'était pas une révision, hein, parce que j'apprenais jamais. Donc, je commence à essayer d'apprendre le premier passage, la première page. Hein. Il m'a fallu 20 minutes pour une page. J'avais 12 pages à apprendre. Je me suis dit, je ne serai jamais prêt pour demain. J'étais en panique. Et dans ma panique, je fais, mais pourquoi? Et là, j'ai une réponse, il n'y aura pas contrôle. Ah, c'est pour ça que j'étais attiré par rien. Il n'y aura pas contrôle. J'ai fermé le cahier et hop, je suis allé jouer dehors. Bon, le lendemain matin, je commence mon cours. Hein. Je n'allais pas dire à ma mère, je commence à 10h, il n'y aura pas maths. Elle voulait le mot du cahier. Bon, je vais en cours, on attend la prof. On est la dernière classe dans le couloir du collège, à attendre. Il y a un camarade, il s'appuie sur la porte. Et puis la porte qui s'ouvre. Il se casse la figure, ça fait rire tout le monde. Et puis du coup, au lieu d'attendre bêtement debout dans le couloir, on s'installe dans la classe. On s'assoit. Un copain vient me voir. Il me dit, je m'assois à côté de toi. Moi, je le regarde en rigolant, je fais, vas-y. Je souris parce que je sais qu'il n'y aura pas de contrôle et je sais qu'il s'inquiète pour rien. Donc, ça fait sourire. Et quand je souris, lui, ça rassure. Et me voyant sourire, il en déduit que je suis confiant, donc que j'ai bien appris. Alors, il s'installe à côté de moi, tout content de mon sourire. Il fait, t'as bien révisé? Et là, je regarde, je fais, pas du tout. Et je vois son visage se figer. Il tourne la tête de l'autre côté, il regarde la voisine qui est Laurent est à côté, je peux m'installer à côté de toi. Et hop, il change de place. Vive les copains, génial. Je m'en fiche, moi ça fait sourire. Et puis, je vois la prof rentrer. Là, je ne souris plus. Là, j'ai ma première pensée, je ne tuer pas maman. Ma mère, dans les mauvaises notes, y est. Et quand j'ai vu la prof, là, j'ai pas compris. Mais elle ne devait pas être là. Et là, mon monde s'écroulait. J'avais plus de jambes, je flippais. Et la prof, vous sortez une feuille, vous écrivez votre nom, votre prénom dans la marge, la date d'aujourd'hui, et puis elle commence à se tourner vers le tableau, elle écrit un grand 1, hop, et elle commence à écrire. Et moi, je n'ai pas révisé, j'ai pas le voisin, j'étais en totale panique. Et puis, ça frappe à la porte, conseillère d'éducation, une petite lucarne, elle fait la prof signe d'avancer, la prof arrive, elle chuchote toutes les deux, elle fait oui de la tête, elle ferme la porte, elle se tourne vers nous. Bon, mais écoutez, je suis désolé, j'ai l'école de ma fille qui vient d'appeler, visiblement, c'est une gastro, il faut que j'aille la chercher. On fera le contrôle une prochaine fois. Effectivement, il n'y avait pas de contrôle. Tout ça pour vous dire que l'information, elle est toujours juste, mais on ne la comprend pas toujours et on l'interprète. Et l'interprétation peut être faussée. Il n'y a pas eu de contrôle. Ça ne voulait pas dire que la prof serait pas là. Moi, pas de contrôle, j'en avais déduit que la prof serait pas là. Quand j'ai vu la prof arriver, j'ai paniqué. Donc, malgré le fait de capter les choses, je peux avoir des grosses frayeurs, parce que lorsque je capte, je ne vais pas l'interpréter correctement. Voilà. Sinon, j'ai toujours été bon élève, j'ai toujours utilisé l'intuition, même dans mes choix amoureux. Voilà. C'est bien et c'est pas bien, dans le sens où il y a des fois, je fais une belle rencontre, mais je sais déjà que ça va se faire une enquête de poisson, donc ça ne va pas le poursuivre. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Mon ex-femme, tous les cadeaux qu'elle m'a fait, je m'amusais à les deviner. Elle me disait, bon, j'ai acheté tes cadeaux, je les ai cachés là, alors tu ne m'as pas fouillé. Hein, tu les as achetés? Et alors je me connectais,
Il disait, il n'y aurait pas ça, il n'y a pas un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ah puis il y a un autre truc, et puis il y a ça, et en fait, je m'amusais à lui décrire tous les cadeaux qu'elle me faisait. Alors, moi, je m'amusais, hein. Elle, ça ne l'amusait pas. Et moi, ça m'amusait, c'est ce qui comptait. Je ne suis jamais planté. Tous les cadeaux qu'elle m'a fait, avec détails, des précisions, incroyables. Et même moi, je n'en revenais pas. Mais c'était un jeu. Et à partir du moment où on joue, on est dans l'énergie du cœur. Et quand vous êtes dans l'énergie du cœur, vous êtes connecté à l'univers, et vous obtenez tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, parce que vous êtes dans le cœur. Vous n'êtes pas dans l'ego. L'objet de la conférence d'aujourd'hui, la philosophie du cœur. Et ben, on va taper dedans. Donc j'ai fait des conférences depuis 2011, un petit peu partout en France. Ça aussi, ça m'avait été annoncé par mes guides. Je n'avais pas cru, j'avais explosé d'ailleurs. Moi, par exemple, tout le monde, je racontais quoi? Pour moi, ils avaient un petit peu trop fumé ou un petit peu trop bu la veille. Donc, je partais du principe que le message n'était pas destiné. Et à la fin du message, donc il m'avait annoncé des conférences, de la radio, des livres, passage à la télé, donc j'ai explosé de rire, j'ai pas cru. Et j'ai dit, si vous mettez ça sur mon chemin, je vous promets, je relève tous les défis. Je ne suis pas un courageux, hein, je ne suis pas un guerrier. Moi. Je ne relève aucun défi. J'ai plutôt tendance à fuir. Donc pour dire, je vous promets, je relève tous les défis, c'est vraiment que je n'y croyais pas. Et combien même ça se mettait réellement en place, je partais du principe que j'étais tranquille pendant 10 ans. J'avais le temps de me préparer en 10 ans. Non, ça s'est réalisé seulement 15 jours après. 15 jours après, là, je rigolais plus. Hein. Le problème, c'est que quand vous passez à marcher avec au-delà, eux, ils vous prennent au pied de la lettre. Je vous promets que j'aurai tous les défis. Bah, c'est tous les défis. Je n'ai pas le droit de dire non à un seul défi. Mais effectivement, ça s'enchaîne. Depuis 2011. Quand je parcours la France en long, en large, en travers, je suis toujours surpris qu'on n'entende pas parler de moi parce que moi, je ne fais pas de pub. Je ne parle pas de moi. Bon, visiblement, le bouche à oreille. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on a été en contact. Bouche à oreille. Mais ça se fait malgré moi, et c'est étonnant parce que ça dépasse même les frontières. J'ai des clients aux États-Unis, j'en ai à l'île Maurice, et à chaque fois ça me surprend. Les gens qui m'appellent aussi loin, je dis mais il y a des médiums là-bas, pourquoi moi? Bah, parce que j'ai senti que c'était vous. Bon. Et à chaque fois ça se passe bien, et moi ça me surprend. Alors ça ne veut pas dire que je suis un bon médium, c'est faux. Il n'y a pas de bon médium, il n'y a pas de mauvais médium. Un médium, c'est un intermédiaire. Il y a simplement je capte des messages. C'est eux qui sont extraordinaires. Et puis après, c'est une question d'affinité énergétique, de compatibilité énergétique, de taux vibratoire. Plus ceux qui communiquent avec moi sont proches de ma vibration, et plus je vais les comprendre, et plus je vais pouvoir transcrire correctement leur message. Ça ne veut pas dire que je suis un bon médium, c'est-à-dire qu'ils font un bon travail. Moi, je suis juste le perroquet qui répète bêtement. Hein. Si je vous dis, tiens, dis-lui qu'il va tomber malade, et vous dites, fais gaffe, tu vas tomber malade, et que la personne dira, je te remercie, vraiment, tu m'as dit ça, j'ai pu prendre les devants, j'ai évité un truc grâce à toi, c'est pas grâce à lui, il a fait que l'intermédiaire. Vous voyez? Donc à chaque fois qu'on fait des gros compliments, bah, ça me gêne, parce que c'est comme si je voulais la vedette à ceux qui font tout le travail derrière. Il n'y a pas d'ego, je ne cherche pas à être le plus grand, le plus médiatisé, je fais ma petite part, le colibri. Voilà. Je fais ma part. Mais si chacun nous faisons notre part, il y aurait des tas de miracles sur Terre. Donc, la philosophie du cœur, je fais des conférences depuis 2011. Au début, ça ne faisait pas partie des thèmes des conférences que je proposais. J'avais 3 thèmes principaux où je parlais de mon parcours de médium, la prise de conscience de ma médiumnité, puis comment j'ai pu évoluer avec celle-ci, parce qu'il faut l'accepter quand même. Hein. Quand vous savez que vous êtes différent des autres et que moi, je partais du principe que tout le monde était normal, et que c'est moi qui étais anormal, donc je me voyais comme quelqu'un d'handicapé. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais un attardé mental, parce que je n'étais pas comme les autres, et que je ne contrôlais pas mes émotions, alors que les autres contrôlaient. Donc, je n'avais pas d'attitude normale. Donc, j'étais un attardé mental. J'en étais convaincu. Jusqu'au jour où les choses se sont inversées. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce que j'avais, qui me faisait peur, qui m'effrayait, quand je ressentais des mauvaises choses, je ne savais pas en parler. Même un jour, quelqu'un m'a dit que c'était de ma faute parce que j'avais porté la poisse. J'avais dit non, il ne faut pas faire ça, il va se passer ça.
Et personne n'a voulu me croire. Quand c'est arrivé, ça m'a énervé, je dis, bah voilà, je l'avais dit. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, bah la ramène pas, c'est ta faute. On n'aurait pas parlé, ça serait arrivé. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai cru. Et je me suis dit, ah, mais alors ça se trouve. Mais et si c'était vrai, si c'est moi. Donc j'avais même peur de moi, peur de ce que je ressentais. J'essayais de me cacher, j'essayais de ne pas écouter, j'essayais de ne pas voir, je ne voulais pas entendre, non, je veux pas, fichez-moi la tête, je ne veux pas en entendre parler. Je ne voulais pas savoir, parce que j'avais peur que ce soit à cause de moi que les événements négatifs arrivaient. Jusqu'au jour où ça a pu aider, pour la première fois quelqu'un, puis une autre fois, et un jour j'ai trouvé une utilité. J'ai vu que ce n'était pas une malédiction, que c'était quelque chose qui pouvait être utile. Donc j'ai expliqué ça dans une conférence, un cours de médium, je parlais de la voyance, et puis je parlais du contact avec les dessins. Ensuite est venue une sur les guides spirituels, et puis pour moi la boucle était bouclée. Un lundi matin, je suis dans la glace, je suis en train de me raser, donc je pense à rien, hein. Je fais gaffe à pas me couper, et là, je reçois la philosophie du cœur. Ah. Bon. Ils n'ont pas d'heure, hein. Quand ils prennent contact avec vous, vous pouvez être en train de faire ce que vous voulez, ils n'ont pas d'heure. Hein. Et je vais vous faire rire tout à l'heure parce que j'étais dans une situation un petit peu gênante, mais eux, ça ne les dérange pas. Donc, bon, là, j'étais en train de me raser, c'était pas trop gênant, je reçois la philosophie du cœur. Bon, super. Je comprends que j'ai un nouveau thème de conférence. J'ai le titre, mais j'ai pas le contenu. Je ne sais pas ce que je vais parler, c'est pas grave. Je me dis que avant qu'on me demande d'animer cette conférence, j'ai largement le temps d'être inspiré. Alors, vous voyez, j'ai pas de papier. Hein. C'est-à-dire que toutes mes conférences, c'est basé sur mes vérités. C'est quoi une vérité? C'est tout simplement une expérience. Et vos expériences font vos vérités. Si vous lisez dans un bouquin, vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que ce que vous lisez, vous ne l'avez pas expérimenté. Vous êtes dans le savoir. Voilà. C'est dans une connaissance. Vous êtes dans la connaissance, le savoir, c'est pas une vérité. Il faut l'expérimenter, l'éprouver pour que ça devienne une vérité. Là, vous pourrez dire, je sais. Quand vous lisez, bon, je connais ce truc-là, mais je n'ai pas vécu, donc je ne peux pas dire, je sais. Je n'ai pas expérimenté. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment basé sur les enseignements de mes guides, ce que j'ai expérimenté moi-même. Ce n'est pas tiré de bouquins, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une émission que j'ai vue à la télé, c'est vraiment mon vécu. Donc, je n'ai pas besoin de papier. Donc, je me dis, j'ai largement le temps d'être inspiré pour ce titre. Le temps passe, et puis il y a une conférence qui voit que ce nouveau thème et qui me le commande. Mon calendrier conférence, il est plein 2 ans à l'avance. Donc je me dis, j'ai encore 2 ans pour préparer cette conférence. Sauf que les 2 ans passent et puis rien n'est fait. Le vendredi soir, je vais me coucher et je me dis, à tous les coups, cette nuit, mes guides vont venir et ils vont me former. C'est souvent la nuit qu'ils viennent, qui m'apportent des enseignements. Donc comme la conférence est pour le lendemain, cette nuit ils vont venir. Donc je suis confiant, je leur fais confiance. Je me couche, je dors. Je me réveille le lendemain matin, j'ai bien dormi. Je m'étire, je suis bien. Et tout à coup, je fais, mais j'ai rien eu. Et là, je commence un peu à paniquer. Attends, j'ai le titre, mais je vais parler de quoi? Bon, avec ma compagne, on prend la voiture, on part. La moitié du chemin, alors je suis quelqu'un de très taquin, je ne me prends pas au sérieux, donc j'adore raconter des bêtises, j'adore faire le clown, j'adore me faire passer pour plus bête que je ne suis. Ça m'amuse. Ce qui m'amuse, c'est surtout voir la réaction des autres. Ils me regardent d'un air de dire, attends, mais il est sérieux quand il dit ça? J'adore ça. Voir l'expression des gens, incrédules, ça me fait rire. Donc je décolle la moitié du chemin, on fait une petite pause, on reprend la voiture, on repart, et là je parle plus, je dis plus rien. Donc ma chérie elle s'inquiète, elle me dit, il se passe quoi, tu fais la gueule? Et là je lui dis, non, tais-toi, je capte. Et j'étais en train de recevoir tout le plan, tout ce dont il allait falloir que je parle. On arrive dans l'association, bon, c'était mes premières conférences, donc je balisais un peu, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, et j'ai toujours besoin de m'enfermer dans les toilettes pour respirer, pour leur dire, bon, vous ne m'abandonnez pas, vous êtes là avec moi, vous ne faites pas dire n'importe quoi, puis c'est surtout pour la deuxième partie, faites en sorte qu'il y ait du monde et que les messages soient clairs et précis. Hein. Vous n'avez pas envie de passer pour un clown devant tout le monde.
j'ai une petite part d'ego quand même. Et mon ego, il n'aime pas être pris pour un con. Donc, l'endroit où je peux être le plus tranquille et intime, c'est dans les toilettes. Donc, je vais aux toilettes, je décompresse, et puis j'ai une envie pressante, donc je fais mon envie pressante. Et là, je capte. Tu commenceras par ta conférence par ces deux questions. Et c'est la situation gênante dont je vous parlais tout à l'heure. C'était la grosse commission, c'est gentil, mais là, je suis un petit peu occupé. Ça ne les dérange pas, hein. Puis continue. Hein. Donc il dit, tu poseras cette question-là, tu poseras cette question-là. Et il donne le pourquoi il faut poser ces questions-là. Bon, c'est fini, ils sont plus là, ils sont partis parce que je ne les vois pas. Hein. Je les sens, mais je ne les vois pas. Alors, ils sont encore là ou pas? Tu peux m'essayer tranquille ou pas? Enfin, c'est gênant. Bon, je reviens dans la salle, on s'installe, je prends le micro et puis je commence par faire la conférence. En posant les deux questions donc, que je vais poser là maintenant. Qui a déjà aimé dans sa vie? Levez la main. Qui a déjà aimé? Qui a déjà fait les choses avec le cœur, avec l'amour? Tout le monde. Donc vous êtes tous des êtres merveilleux. Qui a déjà souffert d'avoir aimé, d'avoir agi avec le cœur? Eh bien, vous avez tous un ego. Voilà. Si vous êtes dans le cœur, vous n'attendez rien en retour. C'est gratuit, c'est instantané. Quand vous aimez, vous prenez déjà de la joie à faire plaisir aux autres. C'est instantané. Ça vous procure de la joie. Vous êtes transporté. On va parler de courant. C'est une micro-coupure de courant. On va parler de l'élan du cœur. C'est spontané. Les enfants sont bourrés de l'élan du cœur. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont naïfs, ils sont innocents. Redevenez des enfants. C'est des micro-coupures. Redevenez des enfants. Redevenez l'enfant que vous étiez, qui ne voyait pas le mal, qui était enjoué, qui était spontané, qui était gai, qui était joyeux, qui avait toujours envie de faire plaisir, qui s'émerveillait de voir le monde autour de lui. Il faut redevenir ça. Et depuis tout petit, malheureusement, on nous empêche de l'être. Depuis tout petit, combien de fois on a entendu « mais fais attention ». Alors faire attention, ça veut dire quoi? Il faut se concentrer, il faut être vigilant. Et faire attention à ce que dit papa et maman, pas à ce qui se passe à l'intérieur, pas à ce qu'on a envie, mais ce que veulent papa et maman. Puis après, c'est à l'école. Attention à ce que dit la maîtresse. Il faut être discipliné. On avait des bons points à l'époque. On écoutait bien, on avait un bon point. On vous dit comprend, on avait une image. Au bout de 10 images, on avait un cadeau. On nous a disciplinés, on nous a formatés. Bien formatés. Regardez comment on vit aujourd'hui en France. On est réputé pour être des psychorigides, pour manquer d'ouverture d'esprit. On a été formaté. Puis après, c'est plus radioactif. Il n'y a pas tant qui commande, alors il faut écouter ce qu'il dit. Et puis dès qu'on n'est pas conforme aux attentes des autres, il se passe quoi? On est exclu, rejeté, condamné, critiqué. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'au fond de nous, on sait qui on est. Et l'autre, il dit des choses qui sont fausses, donc il nous blesse quelque part, parce que c'est faux. Mais c'est parce qu'on n'est pas conforme à ce que lui souhaite, on nous juge, on nous critique, on nous marginalise. Et pour ne pas être marginalisé, il finit par faire ce que ce putain de patron il veut. Ou ce que ce collègue emmerdant, voilà. Ou ça peut être même dans le couple, hein. Et ma femme qui prend la tête pour un truc, je vais lui faire comme ça, elle va arrêter de me casser les bonbons. Mais je ne le fais pas avec le cœur à ce moment-là. Je ne suis pas dans le cœur. Je fais à contre-cœur. Vous voulez mourir vite? Vivez à contre-cœur. C'est une énergie qui vous empoisonne. Vous voulez vivre longtemps et bien, vivez avec votre cœur. Arrêtez de focaliser sur le regard et le jugement des autres. C'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. La spontanéité du cœur. Le cœur, il donne. Il n'attend rien en retour. Si vous avez été blessé, c'est l'ego qui est blessé. Et l'ego, c'est l'ennemi du cœur. Je ne mérite pas ça. J'estime que je vaux mieux que ça. Quand vous êtes dans le cœur, vous êtes humble. Vous ne vous calculez pas, vous ne vous analysez pas. Et comme vous ne calculez pas et vous n'analysez pas l'autre, vous acceptez
ce que vous êtes comme vous êtes, sans jugement, sans critique, vous acceptez l'autre tel qu'il est, sans chercher à le comprendre, à le juger, à le condamner. C'est merveilleux ces relations-là. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un où vous dites, mais comme moi, c'est génial, pas de problème de communication, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes aspirations, on se reconnaît. Et ces rencontres-là sont magiques. Elles sont magiques parce que vous voyez la personne pour la toute première fois, il y a un élan. Je ne sais pas pourquoi, mais vous vous sentez attiré par cette personne et c'est naturel. Et quand vous vous découvrez, vous vous rendez compte que vous avez la même philosophie, le même état d'esprit, la même conscience, les mêmes valeurs. Tout est limpide. Et c'est une relation qui est géniale. Et vous dites, mais pourquoi c'est pas comme ça avec tout le monde? Parce que chacun est formaté de manière différente dès l'enfance. Donc il y a une partie de qui vous êtes, une parcelle de qui vous êtes que vous avez préservée. Et c'est cette parcelle-là que vous allez reconnaître chez ceux qui auront préservé la même parcelle, la même identité. Et après, il y a tout le formatage autour. Il faudra arriver à déformater, reconquérir qui on est. Et ça commence avec soi-même. Commencez à s'apprécier, à s'accepter soi-même. Arrêtez de vous juger, de vous condamner, de vous critiquer. Arrêtez de vous dire que quand vous avez un échec, quand vous êtes en train de réaliser un projet, vous finissez par abandonner, arrêtez de vous dire j'ai fait tout ça pour rien. Arrêtez de le vivre comme un échec. C'était pas pour rien. Je vais vous donner un exemple. Vous courez un marathon, vous êtes entraîné des mois et des mois. Vous courez un marathon, et puis 35e kilomètre, vous avez une trop grosse douleur à la cuisse gauche. Vous essayez de continuer en claudiquant, et puis 37e kilomètre, non, c'est plus possible. Vous déclarez forfait. Marathon, c'est 44 km 42. Imaginez, vous avez abandonné au 37e sur 42. Il restait 5 km et vous avez dû abandonner. Ça fout les boules, hein. On le vit comme un échec. Tous ces mois de préparation, tout cet entraînement, tout ça pour rien finalement. J'ai même pas fini la course. On le vit comme un échec. Alors, on va relativiser. Mettons, alors on a dit un marathon c'est 42. On va arrondir à 40. Les 37, comme j'ai enlevé 2 km à 40, je vais retirer 2 km des 37 que j'ai fait. Ça fait 35. 40 sur 35. Si je remets ça sur 20, ça fait 17,5 sur 20. Quand vous étiez à l'école, vous aviez un 17,5 sur 20, vous disiez que vous étiez nul, que ça ne servait à rien. Non, c'était une bonne note, 17,5. Oui ou non? Quand vous abandonnez en cours de route, ne le vivez pas comme un échec. Dites-vous, j'ai fait tout ça. Focalisez pas sur le côté négatif. J'ai adoré l'intro tout à l'heure parce que, quelque part, il m'a un petit peu mâché le travail, François. Il a dit des choses en avant que j'avais déjà en tête. Je suis en train de me dire, mais il est en train de me piquer mon truc. Vous voyez le côté positif de ce que vous avez fait. Vous ne l'avez pas fait pour rien. Vous êtes prouvé à vous-même que vous étiez capable de courir 37 km sur les 42. Quand bien même vous auriez abandonné au bout de 1 km. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une belle citation sur Facebook qui disait « Même le dernier d'une course est devant tous ceux qui n'ont pas concouru. » Voilà. Vous avez fait, arrêtez de vous comparer à ceux qui ont réussi en disant « Moi j'ai échoué ». Dites-vous, j'ai essayé, je suis meilleur que tous ceux qui n'ont rien fait. Apprenez à vous apprécier, à valoriser vos actions, à avoir de bonnes pensées vous concernant. Parce que si vous vous condamnez les autres. Si vous vous interdisez quelque chose, vous n'allez pas autoriser aux autres de le faire. Et si quelqu'un d'autre se l'autorise, comme vous l'interdisez, vous vivrez comme une injustice. J'ai le sens de l'engagement et des valeurs. Le sens de l'engagement, ça veut dire quoi? Quand je donne ma parole, je mets un point d'honneur à accomplir cette parole donnée. Et puis un beau jour, j'ai pas envie, mais j'ai le sens d'engagement, alors tant pis, envie, pas envie, j'ai dit que je fais, je fais. Mais là, je fais à contre-cœur. J'ai pas envie, mais je le fais quand même. Pour pas décevoir l'autre. Et puis, ne pas me décevoir moi-même. Le problème, c'est que l'autre en question, un jour,
il vous fait une promesse, et puis il ne la tient pas. Alors là, vous n'avez pas à supporter. Et son prétexte, c'est quoi? Oui, mais j'ai plus envie. Putain, mais merde, mais moi, à l'époque, quand j'ai pas envie, je l'ai fait. Et lui, non. Ah, va te faire foutre, connard. Je suis désolé, je parle un peu creux, mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas parler poliment en choisissant mes mots devant vous, sinon je ne suis pas moi-même. Je ne joue pas un rôle. Donc, sur le coup, ma réaction, c'est va te faire foutre, connard. Attends, moi, j'ai pas envie, je le fais quand même. Envie, pas envie, j'ai tenu ma parole. Et lui, non. C'est comme ça que la relation se termine et s'arrête. Et c'est pour ça. Et pourquoi ça s'arrête? Tout simplement parce que je suis rentré dans mon ego. C'est mon ego qui a réagi. Moi, je ne me suis pas autorisé, je ne vais pas accepter que l'autre se l'autorise. C'est pas juste. Pourquoi ce serait pas juste? Ce qui est réellement juste, c'est d'être à l'écoute de soi. J'ai pas envie, je ne le fais pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Où j'essaie de, si j'ai pas envie, et pour pas laisser tomber l'autre, je lui apporte une solution, une alternative, une solution d'emplacement, pour qu'il puisse accéder à ce qu'il souhaitait sans que je le fasse. Imaginons que j'ai promis à quelqu'un d'être là pour son déménagement, et finalement, je ne peux pas. La moindre des choses, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui pourra me remplacer. Comme ça, je ne le fais pas, je me serai redevable par rapport à la personne qui m'a remplacé, et puis tout le monde est content. Il faut toujours essayer d'être juste en mettant son ego de côté. Si vous êtes dans l'ego, vous êtes exigeant. Si vous êtes dans le cœur, vous êtes humble. Si vous êtes dans le cœur, vous êtes dans le non-jugement. Vous ne cherchez pas à vous juger, vous ne cherchez pas à vous valoriser ou à vous dévaloriser. L'ego fait ça. L'ego peut valoriser et dévaloriser. Quand vous êtes en colère contre vous-même, vous êtes dans votre ego. Pourquoi? Quand vous êtes en colère ou dans la frustration, c'est parce que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose que vous auriez voulu. Ego, c'est je veux. Le cœur, c'est je suis. Je donne. L'ego, je veux. Le cœur, c'est je suis, mais simplement. Je n'ai pas besoin de prouver, je n'ai pas besoin de démontrer, c'est je m'accepte tel que je suis. Avec bienveillance. Si vous n'êtes pas dans la bienveillance, c'est que vous êtes dans votre ego. Vous réagissez avec l'ego. Je vous rassure, on a tous un ego, moi le premier. J'ai horreur de chuter à cause de mon ego. C'est un petit peu comme dans Star Wars, le côté obscur et puis le côté lumineux. Voilà. Où vous êtes dans la force des Jedi, ou vous êtes dans le côté obscur. L'ego, pour moi, c'est le côté obscur. Ce qui va vous empêcher d'être dans le cœur, l'ego, le jugement. Et l'ego souffre. Quelqu'un vous parle mal? Tiens, je vois une petite anecdote. Lors d'une séance je fais un coaching avec une cliente. Alors, j'ai pas de formation de coach. Je dis coaching, pourquoi? Parce que je rentre en contact avec les guides. C'est les guides qui vont coacher leurs protégés. Donc, je vais changer bientôt, je vais mettre guidance. En fait, j'ai appris que coach, c'était un terme protégé par la loi, et comme j'ai pas de formation, pas de diplôme, j'ai pas le droit de l'utiliser. Donc, c'est une guidance, mais c'est les guides de la personne, de leur protégé, qui vont la coacher. Et pour elle, je reçois le message suivant. Lorsque tu es face à un adversaire, tu peux le combattre jusqu'à lui prouver que tu es plus fort que lui, ou bien tu peux pardonner, aimer et montrer que tu es meilleur que lui. Chaque mot est important. Je me dis, waouh, c'est super beau comme message. J'adore le rôle que je joue, d'intermédiaire. Je reçois des super messages très philosophiques qui font réfléchir, qui donnent du sens à la vie, qui aident à mieux comprendre. Et du coup, je suis tellement content alors, c'est pas mes guides à moi qui m'ont dit pour moi, c'est les guides d'une cliente qui m'ont dit pour elle. Elle n'a pas entendu le message, elle l'a pas accepté plutôt, elle a rejeté, parce qu'on parlait de ses géniteurs. Elle ne veut pas dire ses parents, c'est ses géniteurs. Elle a une enfance très très difficile, pour elle a eu des géniteurs, mais pas des parents. Et c'était en rapport avec ses parents. Elle me dit non, hors de question, je ne pourrais jamais pardonner et aimer à mes géniteurs. Bon, elle n'a pas. Ok. Elle en fait ce qu'elle veut après. Moi, je suis là que pour délivrer le message. Ça plaît, ça plaît pas. Le travail d'intermédiaire a été effectué. Mais j'étais tellement content, moi, du message, que je l'ai sur ma page Facebook et j'ai partagé. J'ai eu plein de personnes, il y a plein de personnes qui me suivent,
plein de personnes. Ah, merci Didier. Il y a un ami qui me dit, ah bah ça tombe pile poil au bon moment, j'ai des problèmes, des soucis avec une collègue de travail, grâce à ton message, ça m'aide à relativiser, etc. Moi, je suis dans le partage. Ce que je reçois, ce que je perçois qui m'aide, ça ne va pas aider que moi dans mon petit égo qui dit zéro, c'est pas adressé à moi. C'est le message des guides a une valeur universelle. Tout le monde peut prendre le message d'un guide pour soi. Et c'est ça qui est génial. C'est comme une formule magique. C'est valable pour tout le monde. Et effectivement, sur ma page, alors j'ai plein de remerciements et bon, bah, quelque part, ça fait plaisir. Je suis content. Voilà, je vois mon petit rôle de colibri. Ça a aidé plein de personnes. Et j'ai eu un commentaire, alors là, qui m'a surpris. Pas bonjour. Quelqu'un qui, bon, visiblement, est ami, mais moi, j'accepte tout le monde sur ma page. Mes amis, elles me disent, oui, et ils te disent quoi? Ça, c'est comment elle m'a dit ça? Assez pédophile satanique. Attends, mais t'es qui, toi? T'es gentil, mais ça va, oui. Et puis elle était hyper agressive. Le problème d'être médium, c'est que si vous m'écrivez quelque chose, je ne vais pas faire que lire, je vais capter l'émotion et l'intention dans laquelle vous étiez quand vous avez écrit le message. Et je sentais de l'agressivité. Elle me rentre dedans, c'est comme si elle avait une épée, et puis je me trucidais avec son épée. Et je dis, mais attends, mais t'es qui, toi? Ça va? Tu te calmes? T'es pas bien ou quoi? Et je partage un bon truc, et puis je me prends une agression en pleine gueule alors que je n'arrive même pas. Non, mais t'es qui, toi, d'abord? Je suis pas content. Donc, il devait être sur le coup de 23 heures, quand je lis ce commentaire. Elle me dit même pas bonjour ni quoi que ce soit. Donc, tu vas voir. Je vais te montrer qui je suis, moi. Donc, elle m'a pas dit bonjour. Ben, je ne mets pas bonjour. Je commence à écrire. Et toi? Donc, et tu laisses quoi tes guides face à ces pédophiles sataniques? Ben, je lui dis, et toi? Ils te disent quoi tes guides? Les entends-tu seulement ou n'as-tu conscience que de la rancœur qui ronge ton cœur? Ben, c'est ce que j'ai perçu, hein. Mais il ne faut pas me chercher. Et donc, elle m'agresse, je lui montre que moi aussi je peux. Et puis j'écris, tac, 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 je continue. Et dans son message, elle dit qu'on ne peut pas tout aimer, tout pardonner. Surtout pas à ces pédophiles sataniques. Et là, je lui dis, attends, j'ai mal écrit le message. Parce que dans le message, j'avais dit, chaque mot est important. Je répète le message, face à un adversaire, tu peux le combattre jusqu'à lui prouver que tu es plus fort que lui, ou bien tu peux aimer, pardonner, aimer, et montrer que tu es meilleur que lui. Il n'est pas dit, tu peux lui pardonner, l'aimer. Non, 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 non. C'est pas dirigé sur une personne, le pardon et l'amour. C'est d'un point de vue global. Tu peux pardonner, aimer, et montrer que tu es meilleur que lui. Pardonner, aimer, ça veut dire quoi? C'est déjà se pardonner à soi-même, de s'être mis dans cette situation, de ne pas avoir su réagir correctement. Très souvent, on est frustré parce qu'on se dit, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et on est en colère contre soi. Parce qu'on n'a pas réagi comme il fallait. C'est l'ego qui est en colère. Il s'est laissé rabaisser, il s'est laissé gifler, psychologiquement parlant, et il ne supporte pas ça. Donc l'ego s'indigne, se met en colère. On aurait dû faire ça et dire ça, et donc on est en colère contre soi parce qu'on n'a pas eu la bonne attitude. Tu peux pardonner, aimer. C'est se pardonner à soi, d'avoir été dans le rôle de la victime. C'est pardonner à la vie de nous avoir vécu cette expérience. Et puis c'est continuer de s'aimer soi malgré tout parce qu'on n'a rien fait de mal dans cette situation. C'est aimer la vie malgré tout, parce qu'elle nous fait vivre des expériences qui nous font grandir. C'est prendre du recul sur les choses, mais c'est pas forcément lui pardonner, l'aimer quant à l'adversaire. Donc je me dis, ça se trouve, j'ai écrit lui pardonner, l'aimer. Je remonte tout en haut, je relis bien le message, face à un adversaire, tu peux le combattre jusqu'à lui prouver que tu es plus fort que lui, ou bien tu peux aimer, pardonner, aimer, j'ai pas écrit lui pardonner, l'aimer. Et là j'entends, et qu'est-ce que tu fais? Oh merde, je suis face à un adversaire et je fais quoi là? Je rentre dans l'art. Ah, voilà, ça c'est ma vie. Je reçois des super beaux messages. Alors je suis très content, hein, mais à la première occasion de les mettre en application, au quart de tour l'ego. Hein. Et puis le message, je passe à côté. Voilà.
Et qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, qu'est-ce que je fais? Je prends un Stockholm. Et là, j'ai le message juste en face de moi, et je vois, tu peux pardonner, aimer. D'accord. Bon, bah je redescends, je sélectionne tout mon message, j'efface tout, je commence mon message par Bonjour Sophie, virgule. Je te remercie de ton intervention. Tu viens de m'aider à mettre en application ce message et je l'ai respecté, je l'ai considéré. Au lieu de réagir au quart de tour avec mon ego, eh ben, j'ai pardonné, j'ai aimé. Et je lui ai écrit. Je dis, grâce à toi, tu me permets de mettre en application le message reçu. Tu vois, c'est ça pardonner, c'est ça aimer. Je ne me suis pas mis en colère et je ne t'en veux pas. Et puis j'ai continué le message en lui expliquant que c'est pas forcément pardonner et aimer son adversaire. Si on en a la force et la capacité, tant mieux. C'est-à-dire qu'on est un saint. Je ne suis pas un saint. J'ai du mal à pardonner. Je ne suis pas un saint. Mais j'ai toute cette vie pour le devenir et toutes les vies suivantes. Eh ben, ça a tout transformé. De là, elle m'a répondu. Et elle me dit, bonjour Didier, merci pour ta réponse. Je suis désolé de m'être emporté, d'avoir été aussi agressive. Et puis, voilà. Et après, on a continué en MP. Et en MP, elle m'a expliqué qu'elle était elle-même médium. Et que le jour où elle m'a écrit, elle avait reçu une maman dont le fils avait été violé par quelqu'un de la politique. Et le fils, psychologiquement, il est détruit. Il a 11 ans, le gamin, et il était détruit. Et en tant que médium, on ressent. On est des éponges, on absorbe. Et elle a réagi avec souffrance, avec sa douleur, avec c'est intolérable, une vie brisée. Ce petit garçon, on lui a volé son innocence. Et cet homme-là, il est intouchable. Elle m'a pas dit qu'il fait peur, mais il est intouchable. Les parents peuvent porter plainte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Il ne sera jamais inquiété. C'est dégueulasse. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Donc elle était totalement indignée et révoltée. Et elle s'est excusée par la suite, et puis on est devenus vraiment amis. Avant, c'était juste amis de façade, comme ça, virtuel sur Facebook, puis on a échangé. Alors bon, on n'échange plus maintenant, hein, mais on a échangé pendant un moment, et puis ça a transformé la relation. Effectivement, la pensée positive ou la pensée négative, action-réaction. Vous pensez négativement, vous vivez mal une situation, vous réagissez avec votre ego, bah, le problème de l'ego, c'est que l'autre en face, il a aussi un ego. Et son ego à lui, il ne veut pas être humilié. Votre ego, il ne veut pas non plus. Donc, on va se combattre. Il faut qu'il y en ait un qui gagne. C'est une partie de bras de fer. Et c'est celui qui va remporter la bataille. Ça peut durer longtemps. Hein. Mais plus longtemps ça dure, plus la souffrance dure. Et le message, tu peux le combattre jusqu'à lui prouver que tu es plus fort que lui. Jusqu'à lui prouver. Bah oui, ça prend du temps. Parce que c'est une partie de poker après. Hein. J'enchéris, il surenchérit, je surenchéris, et ça peut durer longtemps comme ça. Jusqu'à lui prouver. Ou bien tu peux pardonner, aimer et montrer que tu es meilleur que lui. Là, c'est instantané. Ça désamorce toutes les situations. Et je l'ai expérimenté. Hein. Avec mon ex-femme, notamment, un jour, elle était mal lunée. Et elle me traite d'égoïste, comme quoi, de toute façon, je n'ai rien demandé. Alors, avant, ça m'aurait révolté, parce que sur les 10 choses qu'elle m'a demandé, j'en réalisais 9, et la 10e, je dis, ah non, là, j'ai pas envie. Elle va focaliser là-dessus. Puis elle va dire, oui, on peut jamais rien te demander. Merde, et attends, tu m'as demandé ça, encore autre, tu l'as fait, c'est la moindre des choses. Bah, oui, mais je le sais. Enfin, elle ne peut pas l'entendre. Donc avant, ça m'indignait. Puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol de ces crépailles de chignon. Donc j'ai abondé dans son sens. Perdu pour perdu, de toute façon, je lui dis, oui, je sais que je suis égoïste, je sais que je suis une pourriture, mais tu sais, moi, je m'en fous, j'ai la belle vie, hein, ça me fait pas chier, hein, c'est les autres qui s'en bien, hein, regarde, c'est toi qui s'en malade. Hein. Moi, je vis bien. Hein. Voilà. J'ai répondu comme ça, de toute façon, quoi je réponds, j'étais condamné alors. J'ai répondu comme ça. Et je dis, et puis ça du mérite, hein, rester, avoir su résister 13 ans avec un être aussi ignoble que moi, franchement, je ne sais pas comment t'as fait. Hein. Chapeau, t'as du courage. Hein. Je ne méritais pas ça. Hein. Mais merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci d'être resté aussi longtemps. Et puis, oui, je lui dis, je sais que je suis un gros connard, je sais que...
bah, en fait, elle a cherché à me pousser, c'est le principe de l'aïkido. Elle m'a poussé, bah, au lieu de résister, c'est comme si j'avais tiré, j'ai avancé dans son sens. Ça l'a déséquilibré. Elle savait plus quoi me dire. Bah, la fois suivante, quand on s'est vu, oui, Didier, bon, excuse-moi, la dernière fois, je me sens porté, mais parce que ceci, c'est parce que cela, mais je pensais pas ce que je disais, gna 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 gna. Voilà, elle a été tellement désarçonnée, j'étais tombé dans l'indifférence. Dis ce que tu veux, de toute façon, je m'en fous maintenant. Ah bah oui, mais ça veut dire que si je m'en fous, je suis plus manipulable. Si elle ne peut plus me manipuler, elle ne pourra plus jamais obtenir ce qu'elle veut de moi. Donc il fallait qu'elle fasse un mea culpa pour que de nouveau, elle attire mon attention, que de nouveau je l'écoute, etc. Alors maintenant, j'ai réussi à bien la fermer. Donc, bon, bah, elle me fait des petits savons de temps en temps. Comme l'autre jour, je lui ramène les enfants le dimanche soir, je sonne à la porte. Et puis, on attend, toujours rien. Et à un moment donné, machinalement, je prends mon portable, elle est en train de m'appeler. Je décroche, mais trop tard. Elle descend, elle ouvre la porte. Ça vous arrive de répondre au téléphone? Et j'étais avec mon téléphone en train de la rappeler. Et je dis, bah, justement, je suis en train de t'appeler, ça t'arrive de répondre au tien? Elle fait, oui, moi je suis là. Et ils vont là. Donc, je lui dis très calmement, elle fait, ouais, j'étais dans le bain avec les petits, je voulais vous appeler pour vous dire, vous faire patienter, etc. Et puis, Eva ne répond pas, toi tu ne réponds pas. Je dis, bah, j'ai répondu, mais trop tard, et je t'ai rappelé aussitôt. Donc, et puis elle continue, donc elle a l'explication, hein, mais non, il faut qu'elle continue, elle refasse. Elle me dit, je ne sais pas à quoi ça sert que vous ayez des portables. Et là, avec un gros sourire, je lui dis, pour avoir le plaisir, la jouissance de ne pas te répondre quand tu m'appelles. Mais je l'ai dit avec sourire, et l'avantage, c'est, en tant que médium, je sais ce que je peux me permettre avec l'autre. Si vraiment elle était dans la rancœur, je ne me serais pas permis. J'ai dit ça, elle m'a regardé, elle n'a pas pu esquisser un petit sourire. Parce que de toute façon, je l'ai pas dit, je l'ai dit avec, comme un petit enfant qui plaisantait, c'est pas moqueur. C'était, voilà, je balance ça parce que qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça désamorce la situation. L'attitude que vous allez avoir vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre va transformer la relation. Si vous avez une attitude positive, vous allez donner du positif à l'autre, ça va adoucir l'autre. Si on vous agresse, bah, la première action que vous allez avoir, c'est oh, mais il fait quoi lui? Il n'est pas bien. Voilà, vous allez réagir comme ça. Mais quand vous agressez à votre tour, bah, la personne aussi va dire oh, mais elle fait quoi elle? Avant, on pouvait mettre ça sur le compte de l'ignorance. On était dans la réaction. On avait l'habitude de faire ça. Aujourd'hui, vous êtes ici, c'est pas par hasard. Ce que je vous dis, ça va vous parler. Vous direz, ouais, c'est pas bête, ce qu'il dit, c'est cohérent. Hein. Ou alors, si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes con, mais non, je rigole. Ah, je vous ai dit, je suis quelqu'un de très taquin. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez le cheminement, ça veut dire que vous commencez à devenir acteur. Non plus à être dans la réaction, mais être dans la conscience de la réaction que vous pouvez avoir. On a toujours le choix. Je choisis de bien agir, ou je choisis de me laisser gouverner par mon ego, et puis de ne pas me laisser faire. Bon. Aujourd'hui, je suis toujours gouverné par mon ego. Faites-moi une queue de poisson sur la route, je vous rattrape, je fais une queue de poisson, hein, et je vous fais un bras d'honneur. Voilà, je suis encore gouverné par mon ego. Alors, de moins en moins, ce qu'il faut se faire, la chose à faire, c'est chaque fois que vous prenez conscience que vous avez mal réagi, au lieu de vous mettre en colère et au lieu de vous dire oui, à cause de ce connard, j'ai mal réagi, voilà, je suis pas fier de moi maintenant. Au lieu de vous dire ça, dites-vous, ah, bon, j'ai encore failli. Bon, bah, j'ai encore à travailler, et bah, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. C'est important de vous dire, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. La plupart du temps, avec votre ego, vous allez dire, bon, bah, je m'en fous, la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Quelque part, ça veut dire que vous promettez de ne pas retomber. Et il se passe quoi la fois d'après? Si vous faillissez, vous retombez, eh ben, vous êtes 2 fois plus en colère contre vous-même. 2 fois plus, parce que la fois précédente, vous avez dit, eh ben, je ne me ferai plus avoir. Donc, ça veut dire que vis-à-vis de vous-même, vous n'êtes même pas fiable. Vous n'êtes même pas par rapport à vous, à la fin des questions. Donc, il est très important de se dire, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. J'essaierai. Alors que, en essayant, je peux échouer. Je peux y arriver, mais je peux aussi échouer. Donc, je m'autorise la possibilité d'échouer de nouveau.
de faire mieux la prochaine fois. Et puis si j'y arrive pas, bon, ben, je peux pas être doublement en colère. Je suis encore tombé dans le piège, bon, ben, j'essaierai d'être plus attentif la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux, on essaye. Et puis, l'ego, lui, il est exigeant. Et là, vous court-circuitez l'ego en vous disant, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. C'est pas une obligation. Un essai. Et c'est comme ça que, petit à petit, et des fois, je commence à me mettre en colère, et je sens la colère monter, et attention, t'essairais. Et, bon, allez, on garde, mais je vais m'en serrer quand même. Et puis, je garde pour moi. Et ça évite des débordements. Donc, ça calme le jeu plus vite. Et puis, il y a des fois, je sens, oh, puis merde, tant pis, et je le dis. Ah bah après, c'est le volcan qui rentre en éruption, ça plante de partout, ça crame, ouais, mais je l'ai vu venir. Donc là, bon, j'ai encore à travailler. Donc j'essaie de faire mieux la prochaine fois, mais déjà, il y a une progression. Je l'ai vu venir, je l'ai senti venir. J'ai fait le choix de déborder quand même, mais je l'ai senti. Alors qu'avant, c'était réactionnel, instinctif. Je ne le voyais pas. Il y a une progression. C'est ça qu'il faut regarder, la progression. Arrêtez de focaliser sur l'objectif. Un objectif, il vous enferme. Je reçois plein de messages, plein d'enseignements de la part de mes guides. Très philosophiques. Moi, j'adore parce que je suis émerveillé. J'ai pas de connaissances. Je ne lis pas. Il y a des tas de personnes qui m'ont dit « Ah, est-ce que tu as déjà lu des bouquins de... je ne me rappelle même pas les noms. Et à chaque fois, non. Ah, mais tu devrais, c'est hyper intéressant, ça regroupe ce que tu dis, etc. » Je vois pas l'intérêt. Je vais lire, bon bah ok, je vais être d'accord avec ce qu'il dit, ou je vais apprendre des choses, mais c'est pas ma vérité, c'est la vérité de l'autre. Je n'ai pas expérimenté. Et je reçois plein d'enseignements de la part de mes guides, notamment par rapport à l'objectif. Arrête de te fixer des objectifs. Un objectif, c'est une barrière. C'est une limite. Bah non, un objectif, c'est motivant. Ça te motive à vouloir atteindre ce résultat-là. Ils me disent, bon, et quand tu as obtenu un résultat, bah, je suis content. Et après, tu fais quoi? Bah après, rien. Bah, tu n'as pas d'objectif, tu continuerais. Ah bah merde, oui. Quand vous fixez un objectif, vous allez mettre tout en œuvre pour l'atteindre cet objectif. Une fois que vous l'avez, on est content et on profite, on se repose. Et il n'y aura plus d'objectif, on aurait continué d'avancer, d'évoluer, de progresser. Un objectif, en fait, dès que vous l'atteignez, c'est comme la fin de l'histoire, la fin d'un livre. Et quand vous fixez un objectif, bah, vous créez du stress. Parce qu'après, il y a l'ego. Hein. L'ego, il veut pas perdre l'ego. Il veut atteindre le résultat qu'il s'est fixé. Sinon, il n'est pas fier de lui, l'ego. Et après, ça nous rend malade. Ça nous ronge de l'intérieur. Je vaux rien, je vaux pas le coup, je suis une merde. Avec l'ego, vous pouvez être champion pour vous dévaloriser. Hein. En fait, il y a la mésestime ou la surestime. Alors, la surestime, c'est facile à reconnaître, c'est les gens. Alors, moi, je sais ceci, moi, je sais là, moi, je connais tout, moi, je sais tout. Voilà, ils savent tout. Là, c'est des gens qui sont dans la surestimation. Qui ont un ego, ils sont très satisfaits de leur ego. Et puis, ils aiment bien se comparer. Ils vont parler d'eux. Et toi, alors, t'as fait quoi moi, j'ai fait ça. Ah ouais, bon. Voilà, ils sont contents, ils se sont comparés. Ça va. Si vous êtes dans le cœur, vous n'avez pas besoin de vous comparer. Vous appréciez ce que vous avez fait pour vous. Et quand vous en parlez aux autres, c'est pas pour vous pavaner, c'est pour partager la joie que vous avez. Après, le problème, c'est que dans votre entourage, il y a des gens qui vont réagir avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils vont s'enthousiasmer pour vous, ils vont être contents pour vous, ils vont intégrer cette joie, ils vont vous remercier de leur avoir fait partager. Et puis, il y en a d'autres, malheureusement, qui vont réagir avec l'ego et qui vont ressentir de la jalousie. Pourquoi lui y arrive alors que moi, j'y arrive pas? Donc, bon, ils vont mal réagir. À ce moment-là, vous devez rester dans le cœur et accueillir leur souffrance, leur détresse, et puis accepter d'arrêter d'en parler parce qu'il n'est pas réceptif à la joie. Ça lui occasionne une souffrance, et comme il souffre en retour, il va vous agresser. Bon. Restez à votre place, respectez-le, gardez votre joie pour vous, puis vous irez la partager avec d'autres personnes qui sont en capacité de l'entendre, de l'intégrer. Donc, l'ego, pour moi, c'est l'ennemi du cœur. L'ego n'est pas tout seul, il a des failles.
Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas fonctionner tout seul, l'ego. Le cœur, lui, c'est comme un soleil. Il brille seul, il n'a besoin de rien. Quand vous êtes dans l'ego, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc il se passe quoi? À quoi il fonctionne l'ego? Le cœur, il fonctionne avec l'amour et la joie. L'ego, il fonctionne à quoi? La peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur d'être mal qualifié, d'être mal jugé. Et donc on a peur. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez peur dans votre vie, vous n'êtes pas dans le cœur. Vous êtes dans votre ego. Et le deuxième allié de l'ego, le mental. Parce que si j'ai peur d'échouer, ah oui, mais alors il ne faut pas que j'échoue. Et c'est là où on commence à réfléchir, et trop réfléchir. Et si ceci, et si cela, et c'est comme ça après qu'on s'éparpille. En fait, j'ai dit tout à l'heure, quand on parle du cœur, on est dans l'élan du cœur, la spontanéité du cœur. Il ne réfléchit pas, on n'a pas le temps de réfléchir. Avec le cœur, c'est « Ah, mais tiens, je vais lui faire ça, ça lui fera plaisir ». On ne réfléchit pas, c'est lui tout seul, c'est inspiré, c'est venu à nous. Alors que l'ego, bon, j'ai un entretien demain avec ce con-là, il ne faut pas que je me laisse déstabiliser, et on commence à réfléchir avec tout un tas de stratagèmes en place pour ne pas se laisser désarçonner. Allez-y les mains dans les poches. Qu'est-ce que vous avez à prouver? Si l'autre il est content parce qu'il a réussi à montrer qu'il vous était supérieur, c'est bien, il est super orgueilleux, mon con, c'est tout. À partir du moment où il n'est pas dans le cœur et qu'il a le besoin de vous écraser, de montrer qu'il est plus fort, plus compétitif, plus productif que vous, et ça prouve qu'il a un problème d'estime vis-à-vis de lui-même. Il a besoin de se prouver quelque chose à lui-même. Il a besoin de prouver aux autres qu'il vaut mieux que vous. Mais vous n'avez rien à prouver, soyez simplement dans le cœur. Ça vous évitera de tomber malade, de tomber en dépression, de faire un burn-out. Ça va vous éviter des tas de problèmes, des tas de sentiments d'injustice. Ça vous évitera des tas de souffrances. Acceptez également de vous tromper. C'est important de se tromper. Se tromper fait partie de l'enseignement. Si vous ne vous trompez jamais dans votre vie, ça veut dire que vous n'avez jamais rien appris. Si vous réussissez tout ce que vous faites toujours du premier coup, ça veut simplement dire que vous faites quelque chose que vous maîtrisez déjà. Donc, vous n'apprenez rien. Forcément qu'en apprenant, vous allez vous tromper. C'est pas moi qui le dis. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est les guides qui m'ont dit. Et à chaque fois, moi, je fais des cacas nerveux. Quand je suis frustré, quand je suis contrarié, je m'adresse à eux et je gueule. Je dis, un jour, j'en avais marre, je faisais quelque chose et puis j'échoue et je n'étais pas content. Vous êtes là, vous êtes où quand je me plante? À quel moment vous faites votre boulot, vous me protégez, vous m'avertissez que je vous plantez là? Ouais, je n'étais pas content, je suis frustré. Et j'ai marre de tourner en rond, de me planter. Quand est-ce que vous me prenez en main et que vous me montrez la voie à suivre en me donnant les bons conseils? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Heureux celui qui se perd, c'est ainsi qu'il se trouve. C'est plus fort que moi, j'ai pas pu m'empêcher de dire connard. Je demande de l'aide. Non mais vous vous rendez compte? Je suis en détresse. Je suis noyé dans un émotionnel négatif, je suis en détresse, etc. Je leur dis, là, je suis totalement paumé, il faudra peut-être m'aider. Il faudra peut-être m'aider à y voir plus clair, que je comprenne que heureux celui qui se perd, c'est ainsi qu'il se trouve. Ben oui, c'est comme ça que vous connaissez vos limites, que vous apprenez comment vous fonctionnez, que vous voyez qui vous êtes réellement, et que vous progressez, que vous vous améliorez. Alors aujourd'hui, je peux dire merci, c'était gentil de m'avoir dit ça, mais sur le coup, non, j'ai pas pu m'empêcher de dire connard. Parce que c'est pas du tout ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. Et puis il a rajouté derrière, quand je dis j'en ai marre de me planter, bénis tes erreurs, ce sont elles qui te font grandir. Mais pareil, sur le moment, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie qu'on prenne soin de moi, qu'on me rassure, qu'on me câline, pas des phrases comme ça. Bon, après, je m'en veux d'avoir été insultant. Alors, pardon, je suis désolé. J'ai mal réagi. M'abandonnez pas. J'ai toujours peur qu'il m'abandonne. Voilà, par moments, je suis impulsif. De moins en moins avec l'âge, heureusement. Quand j'étais plus jeune, c'était au quart de tour.
Un jour, il y a un copain de classe, il fume, je ne supporte pas l'odeur de cigarette. Et puis, sa fumée vient vers moi. Je fais ça, il me dit, tu ne fumes pas? Je fais non, je déteste l'odeur de cigarette. Il me regarde, il fait. Je dis, recommence pas ça, parce que là, je vais m'énerver tout de suite. Il me regarde, il s'est pris mon poing dans la gueule. Au quart de tour. Il me dit, mais t'es con, t'as été prévenu. Ah, je ne supporte pas. Enfin, je ne supportais pas. Maintenant, bon, j'ai plus de tact. Si j'ai atteint un con, tu veux gagner? Voilà, t'es grand mec, t'as gagné. Hop, je m'en vais ailleurs. Là où la fumée ne me dérangera pas. Voilà, j'esquive. C'est plus simple. Mais bon, j'ai encore un ego à travailler, donc j'ai bien travaillé dessus, mais il est encore présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, j'ai beau être quelqu'un de spirituel depuis très longtemps, j'ai beau progresser, j'ai beau apprendre, et ben je continue par moments de me planter, je fais des erreurs, je m'en veux, je suis pas content, après je relativise, je comprends, j'apprends, j'évolue, je remercie. Mais ça veut dire que, même, mettons, comme je me suis installé à mon compte dans la médiumnité depuis 2006, on est en 2009, ça fait 13 ans. On va dire ça fait 13 ans que je bosse à temps plein le développement spirituel. Et aujourd'hui, je vous dis quoi? Je suis imparfait. J'y arrive toujours pas. Je ne suis pas un grand saint. Si j'étais un grand saint et que je connaissais tout, vous me direz quoi? Oh, jamais je pourrais devenir comme lui. Non, je vous dis, j'ai progressé, j'échoue encore, mais j'ai progressé. À votre tour. Faites-le. Ça prendra le temps que ça prendra, mais petit à petit, avec le temps, on y parvient. Et je suis très content des résultats. Moi qui étais hyper impulsif, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, j'ai Uranus dans ma maison 1. Uranus, c'est la planète explosive. Ça fait de moi quelqu'un d'hyper impulsif. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Encore, quand même, trop, mais beaucoup moins. Donc il y a une progression. C'est ça qui est important. Focalisez pas l'objectif. Regardez la progression que vous avez effectuée. Valorisez ça. Vous n'avez pas rien fait. Vous avez progressé. C'est ce qui compte. Les autres sont incapables de s'en rendre compte. Ils minimisent ce qui vous procure de la joie et de la satisfaction. Vous ne vexez pas. Ils ne veulent pas regarder, ils sont dans leur ego. Oui, bah moi j'ai fait ça, donc c'est bon, pas la peine de la ramener, tout à fait, tout ça rien. Là, c'est clairement, il est dans son ego, il est dans la comparaison. L'ego a besoin de se comparer vis-à-vis des uns et des autres pour savoir où il se situe. Le cœur, lui, il n'y a pas de comparaison. On est tous copains, on est tous frères et sœurs. C'est le pays des bisounours. Non, mais c'est sérieux, hein. Et je vous garantis, moi, pendant très longtemps, j'étais innocent, mais très très longtemps. Et un jour, une collègue de travail m'a ouvert les yeux. Elle m'a dit, mais tu laisses te parler comme ça, Marc? Pourquoi? Je faisais gaffe, moi, je faisais pas gaffe. Quand on est pur, on voit pas le mal. Il me parle mal, il me parle mal parce qu'il est énervé. Mais pas parce qu'il est énervé après moi, pas parce que je suis une merde. Moi, pour moi, il me parle mal parce qu'il est énervé, c'est tout. Mais je l'accepte, je l'accueille. Ça rebondissait, moi, je ne le prenais pas pour moi. Mais le fait qu'elle me dise ça, du coup, j'étais un petit peu plus attentif. Et puis j'ai fini par me dire, mais oui, attends, pourquoi il parle comme ça? Puis c'est pas de ma faute s'il y a eu tel problème, il m'engueule comme si c'était moi. Et je me suis mis à réagir après. Je suis pas content, j'en ai souffert, je suis en dépression. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il me tombait dessus. En fait, j'étais le petit ball. Ça m'a rendu malade. Je préférais avant, quand je ne le voyais pas, je l'accueillais, je ne le prenais pas pour moi. Bon, j'essaie de revenir à cet état-là. Non, c'est pas une affaire personnelle. Tiens, d'ailleurs, ça fait partie des accords Toltec. Ne pas en faire une affaire personnelle. Je ne connais pas. Je dis, j'ai pas de connaissances. Moi, mon expérience, c'est la vie et les enseignements de mes guides. Voilà ma connaissance, mes vérités. Et les enseignements des guides, j'en ai eu plein. Et tous les ans, ils me font travailler sur un domaine. Donc, c'est une phrase toute courte. Hein. Là, cette année, c'est qu'est-ce qui te motive? La peur ou le cœur? Voilà. Vous avez 4 heures. Alors, moi, dans mon cas, c'est t'as toute l'année. Donc, tout au long de l'année, en fait, ça veut dire que la base de tout, ce sont vos intentions. Qu'est-ce qui motive vos intentions? Est-ce que vous agissez par peur ou avec le cœur, par amour? Si vous agissez avec la peur, vous mettez
en marche des choses qui vont pas être saines. Vous agissez avec le cœur, vous aurez l'univers derrière vous. Et je vous garantis que quand vous avez l'univers avec vous, alors il y a les nerfs qui s'accomplissent. Les portes qui étaient fermées se déverrouillent, vous faites les bonnes rencontres au bon moment. C'est incroyable. Et j'ai expérimenté ça depuis que je suis tout petit. Il y en a plein qui ne me supportent pas parce qu'ils partent du principe que j'ai de la chance. Je ne suis pas méritant. C'est vrai, je ne suis pas méritant. Je ne suis pas méritant, pourquoi? Je ne me bats pas pour avoir les autres, les choses. Je ne me bats pas. J'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un guerrier. Je suis plutôt un gros feignant. Voilà, je suis partisan du moindre effort. Donc moi, j'attends que mon intuition me dise feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. Ah, ok, j'y vais. Mais quand j'ai les 4 feux verts, là, et que je le fais, je suis parti après tout le monde. J'arrive le premier. Parce que c'est le bon moment, parce que je sens que tout se met en place et c'est le moment d'agir. C'est comme le surfeur sur sa vague. Une grosse vague, bien puissante. Alors que les autres, ils sont en train de nager ou plutôt ramer. Ils sont en train de ramer depuis je ne sais pas combien de temps et moi, je ne fais pas les choses. Ma compagne, ça l'énerve. Elle dit de moi, je fais les choses au cul de la lune. Je ne connaissais pas cette expression. Donc ça me fait rire. Ça veut dire au dernier moment. Là, titre d'exemple, je devais prendre l'avion hier. C'est hier que j'ai pris la décision d'imprimer des billets d'avion. C'est à ce moment-là que mon imprimante est tombée en panne. C'est des inconvénients, surtout au dernier moment. Voilà, donc il faut que je change mon imprimante. Je n'ai pas pu imprimer mes billets. Donc là, coup de panique. Mince, je m'envoyais mal appeler en disant j'ai pas mes billets, je ne sais pas comment faire. Et ça s'est résolu tout seul. J'ai regardé dans le mail, puis j'ai vu qu'il y avait une application EasyJet, je l'ai téléchargée, et puis du coup j'avais les billets sur mon téléphone, mon smartphone avec une espèce de code là, à passer dans l'appareil, c'est bon. C'était résolu, j'avais pas besoin d'imprimante, il faut que j'en rachète une quand même, mais voilà. Comme quoi il n'y a pas de conséquences désastreuses à faire les choses au dernier moment. Bon. Elle aura paniqué, hein. Elle m'aurait passé un savon parce qu'elle a horreur de faire les choses au dernier moment. Logique, elle est bélier. Bélier, il fonce. Et tout de suite. Voilà. Donc, en écoutant vos élans du cœur, il y a des fois vous direz j'aimerais bien faire ça. Faites-le. Ne vous dites pas, ne vous contentez pas simplement de vous dire j'aimerais bien ça. Pourquoi vous ne le feriez pas? Faites-le. Si vous écoutez votre cœur va vous dire fais ça ou va là-bas. Il ne va pas vous dire pourquoi ni comment. Mais vous allez sentir qu'il faut le faire. Le problème, il se passe quoi? Ouais, mais et si je me plante? Et si j'ai pas le niveau? Si j'ai pas les compétences? Si j'y arrive pas? Si. Là, vous êtes déjà dans votre ego. Vous êtes dans la peur. Et du coup, après, vous commencez à réfléchir. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut que je le fasse maintenant? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas que j'attende? Si je le fais maintenant, c'est un petit peu risqué parce qu'il y a ça. Si j'attends un petit peu, il y a... Oui, mais le cœur, quand il vous dit c'est maintenant, c'est maintenant. Le cœur, il ne vous dit pas attends. Vous avez vu l'impatience des enfants? Maman, je peux gna, c'est tout de suite. Vous lui dites non, mais maman. Oui, c'est tout de suite qu'il a envie. Dans 1 heure, il n'aura plus envie. On en fait des frustrés. Nos enfants, on en fait des frustrés. On ne s'en rend pas compte. Parce qu'on a été élevé comme ça. Combien de fois on vous dit mais sois patient, fais attention. C'est nocif, fais attention. Ça veut dire fais attention à ce qui se passe à l'extérieur. Et à quel moment on dit fais attention à ce qui se passe dedans toi, préserve-le, prends soin, garde ça en toi. Garde cette beauté, cette richesse que tu as en toi. Comprends-la, apprends-la, maîtrise-la, valorise-la, développe-la. On vous dit ça à l'école? Non. On vous dit qu'il faut écouter la maîtresse ou apprendre la leçon. Extérieure. Quand est-ce qu'on dit à un enfant, t'as envie de quoi toi? Un enfant, il va me dire, moi je veux que mes copains ils soient contents, qu'ils soient bien. Oui, il pense à tout le monde. Quand on est dans le cœur, on fait un avec tout le monde. Dans l'ego, on est tout seul, contre le monde. J'ai goûté aux deux. J'ai vécu les deux. Je sais ce que je dois faire. J'ai plus envie de souffrir. Le cœur, tout seul, contre l'ego, la peur, la raison.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus raisonner du tout. Hein. Il ne faut pas trop raisonner. Après, alors on me dit qu'il faut quand même un minimum d'ego pour être incarné sur Terre. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la moindre chose positive à l'ego. Mais je veux bien admettre qu'il peut y avoir quelque chose de positif qui décline, qui est rattaché à l'ego. Je ne l'ai pas découvert. Je le découvrirai peut-être jamais, j'en sais rien. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas découvert que ça veut dire qu'il faut que je condamne l'ego et que je dise qu'il est inutile et qu'il ne sert à rien. Peut-être qu'un jour je découvrirai quelque chose de positif en rapport avec l'ego. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais je ne le condamne pas. Condamnez pas. Ne vous enfermez pas. Ni vis-à-vis de vous-même, ni par rapport aux autres. Retrouvez cette âme d'enfant, ce côté insouciant, cette spontanéité. Faites les choses avec le cœur. Autre enseignement que j'ai reçu mes guides, donc là c'est pareil, c'était une petite phrase toute simple en début d'année, et puis tu as toute l'année pour méditer dessus. Ça disait, ce qui importe, ce sont tes intentions et tes actions, pas le résultat. Le résultat dépend d'une multitude de facteurs dont tu ignores totalement l'existence. Vos intentions, vos actions, pas le résultat. Le problème, c'est que très souvent, nous focalisons sur le résultat. Et c'est cause de souffrance. Vos intentions, quelles étaient vos intentions? Elles étaient bonnes, vous étiez motivé de bonnes intentions, vous n'avez pas mal vous juger, vous avez mené les actions conformément à vos intentions. Alors, il est clair que si vous avez une bonne intention mais que vous ne faites rien, là, vous êtes responsable. Vous n'avez rien fait, il ne peut pas y avoir de résultat. Donc, les intentions, les actions, les deux sont importants, mais pas le résultat. Je vous donne un exemple. À l'école, qui c'est qu'on valorise? Les élèves qui ont les meilleures notes. C'est quoi une note? C'est un résultat. On ne regarde pas l'action, on regarde le résultat. Depuis tout petit, on est formaté. Tu veux être quelqu'un de bien, et il faut que tu sois meilleur. Meilleur que les autres. On vit dans un monde de compétition. On favorise le développement de l'ego. Quand est-ce qu'on apprend aux enfants le développement de l'empathie? Ils n'ont pas besoin. Ils sont empathiques. C'est nous qui avons besoin de développer notre empathie. Un enfant, c'est très simple. Hein. Vous mettez deux enfants ensemble. Il y en a un qui a un gros chacun qui pleure. Il fait quoi l'autre? Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. C'est naturel. Ils sont liés. On est tous liés. J'ai reçu un message qui m'ont expliqué que nous sommes tous connectés et interconnectés les uns aux autres. Vous faites du mal à quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. Sans vous en rendre compte, de manière inconsciente, mais vous faites du mal. Vous faites du bien à quelqu'un, c'est à vous que vous faites du bien. Ça vous donne, quand vous faites du bien à quelqu'un, ça vous soulage. Vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, j'ai bien agi, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous avez un bon sentiment, ça vous apaise. Quand vous faites du mal à quelqu'un, même votre ego, l'ego, il a toujours besoin de justifier. Ah ben, c'est de sa faute, il n'avait qu'à pas faire ça. En fait, l'ego, c'est très simple. C'est toujours de la faute de l'autre. Quand vous passerez de l'autre côté, là-haut, on va vous faire défiler le film de votre vie. Et vous allez le voir, mais avec la conscience, mais avec un grand C. Conscience avec un grand C, c'est quoi? J'ai conscience de tout ce que j'ai fait, et je vais ressentir tout ce que j'ai fait au moment où je l'ai fait, mais également les répercussions chez les autres. Et je vais ressentir leurs émotions. Ça va vous permettre de savoir ce que vous avez généré sur Terre, de la joie ou de la peine, du bonheur ou du malheur, de l'amour ou de la tristesse. Et quand vous verrez, quand vous ferez vous-même le décompte de tout ce que vous aurez généré, c'est là où vous allez vous dire on peut mieux faire. Là, vous ne serez pas fier de vous. Et si jamais vous dites oui, mais il n'avait qu'à pas dire ça aussi, là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore noyé dans votre ego. Et si vous êtes noyé dans votre ego, vous ne pourrez pas monter, vous ne pourrez pas progresser. Il y a la grand-mère de mon ex-femme. Son discours,
Quand je passerai de l'autre côté, j'irai directement au paradis. J'ai fait des grandes choses, moi, sur terre, dans ma vie. Elle est un but d'elle-même. J'ai hâte de la retrouver de l'autre côté. Qu'on soit tous les deux de l'autre côté. J'ai hâte. Pas pour me moquer d'elle, hein, mais voilà. Parce que je sais que quand elle sera confrontée de l'autre côté, c'est comme si elle était bloquée à un bouchon au péage, et elle n'arrive pas à avancer, puis elle va rouspéter sur les autres. Bon, il fait quoi, lui, il avance, mais elle ne va pas comprendre qu'en fait, si elle veut avancer, il faut déjà qu'elle travaille sur elle. Bon, c'est pas grave. Elle a une bonne moralité. Et encore un enseignement que j'ai reçu de mes guides. Si vous voulez sortir de l'illusion, cessez de vous laisser guider par la morale. Le bien, le mal n'existe pas. Faites ce qui est juste. Le juste, c'est ce qui parle au cœur, directement, immédiatement. Le bien et le mal, ça ne veut rien dire. C'est abstrait. Tout dépend de comment vous avez été conditionné. Un homme qui trompe sa femme de façon permanente, qui couche à droite à gauche, c'est bien ou c'est mal? Tout le monde va dire, bah non, c'est pas respectueux de la femme. Bah oui, mais dans d'autres pays, ils sont polygames. C'est monnaie courante. Ça fait partie de leur culture. C'est pas mal pour eux. Et nous, on va le critiquer. On va dire, bah oui, mais c'est pas nos valeurs. Bah oui, mais eux, la monogamie, c'est pas leur valeur. Vous vous rendez compte qu'il y a à peine 100 ans en arrière, il n'y a même pas 100 ans en arrière, on avait des esclaves nègres. Et c'était bien vu dans la société. On civilisait des bêtes sauvages. Ils étaient considérés comme des bêtes sauvages. Qu'on civilisait. Donc on était quelqu'un de bien quand on avait des nègres. Aujourd'hui, vous parlez de nègres, vous avez les droits de l'homme, vous avez SOS raciste, vous avez tout ça sur le dos. Vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas 100 ans en arrière qu'on parlait comme ça? On les exterminait. Ils n'avaient pas le droit de manger dans un restaurant de blanc. Il y avait même des toilettes publiques pour les hommes de couleur. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais à l'époque, c'était bien vu. La notion de bien et de mal, la moralité, change d'une civilisation à l'autre et d'une époque à une autre. Et nous, on a bonne conscience parce qu'on fait les choses bien. Non, le bien n'existe pas, il est abstrait. Faites ce qui est juste. Vous voyez quelqu'un se faire casser la figure par 3 mecs, il est tout seul, il y a 3 mecs, il est à terre, il y a 3 mecs qui le tabassent, qui le sabattent. La première chose qui viendrait, c'est arrêter, on a envie de s'interposer. Et on ne le fait pas. Soit parce qu'on a peur de se faire casser la figure, alors que le cœur, lui, il dit, bah vas-y, aide-le, et peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'a fait la personne à terre, on ne peut pas supporter la souffrance. Même si ce n'est pas la nôtre. On ne peut pas rester indifférent. Et chaque fois qu'on reste indifférent, qu'on passe à côté sans regarder, on perd notre humanité. On se déconnecte de soi-même, de son cœur. Et on devient des robots, on devient insensible. On n'est pas heureux. Il faut retrouver tout ça. Alors, être dans le cœur, bah, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Quand les gens ne nous comprennent pas, qui ne veulent pas entendre parler de nos émotions et qui nous rejettent parce qu'on est trop sensible, bah oui, ça peut faire mal. C'est pas grave, ça ne fait pas de vous de mauvaises personnes. Ça fait de vous de belles personnes. La première question que j'ai posée, qui a déjà aimé, vous avez tous levé la main, je vous ai dit que vous êtes des belles personnes. Qui a déjà souffert à cause du fait d'avoir aimé, vous avez levé la main, bah, ça fait de vous des personnes confrontées à l'ego. Mais comme tout le monde. Vous êtes ni plus ni moins pareil que votre voisin, que votre voisine, que celui qui est devant vous, derrière vous. On en est tous au même niveau. Merci de votre attention. Ouais. Alors on a 5 minutes si jamais vous avez des questions. Il y a une question tout à l'heure là-bas? Oui, mais c'est pareil, ça fait partie de l'ego, ça. Là, c'est j'ose pas dire les choses de peur
d'être pas compris ou d'être rejeté, etc. Je garde pour moi. Alors que l'ego, le cœur, lui, il a toujours envie de donner, il a toujours envie d'apporter. Là, par exemple, hier, pendant que j'attendais à l'aéroport, je m'en veux quelque part, j'ai encore failli. Voilà, alors ça va faire mieux la prochaine fois. Il y avait une dame qui était assise à côté de moi, et quand je l'ai regardée, cette dame, j'ai senti qu'elle avait quelque chose dans les mains, qu'elle pouvait soigner avec ses mains. Et on m'a donné des indices de qui elle était dans sa vie. Mais je me suis, sur le coup, bah voilà, la pudeur, bah oui, mais je ne la connais pas, elle va me prendre pour un fond. Si je lui dis, bon alors vous êtes comme ça, elle va m'écouter, elle va me dire, mais vous êtes qui? Elle va désarçonner. Et je vous dis ça parce que il faut que vous croyiez ce que je vais vous dire. Vous avez du potentiel, vous avez de belles énergies avec vos mains, il faut soigner avec vos mains. Et je ne la connais pas, la dame. J'ai eu peur de sa réaction, voilà, j'ai eu peur, donc j'ai pas écouté le cœur. Je ne vais pas délivrer le message. C'est une forme de pudeur. Il y a un jour, à titre d'exemple, d'anecdote, une cliente vient me consulter, je fais la consultation, on l'oriente sur le côté sentimental, et là je dis, attendez, c'est bizarre ça. Bon, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, vous n'êtes pas ensemble, mais c'est bizarre ce que je vois. Vous l'avez déjà rencontré par le passé, vous êtes tombé amoureux l'un de l'autre, mais il n'était pas possible de vivre quoi que ce soit, parce qu'à cette époque-là, vous étiez avec quelqu'un, et lui était avec quelqu'un. C'est bien le cas? Il me dit oui. D'accord? Je dis, vous êtes perdu de vue. Là, vous vous êtes retrouvé récemment. Vos vies ont changé. C'est-à-dire que vous étiez célibataire, il était célibataire. Ça aurait pu, mais ça ne s'est pas fait parce que, mais il est parti, mais loin, loin, loin. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, mais ça vous parle ou pas? Et là, il me dit, oui, il est parti en Guyane. Ah oui, effectivement, c'est pas dans l'Indre-et-Loire. Hein. C'est pas la porte d'à côté. Hein. En Guyane, là, la voiture, même pas la peine d'y compter. D'accord. Bon, et elle a validé elle a confirmé tout ce que je lui ai annoncé. Effectivement, ils se sont rencontrés, ils ont eu un coup de foudre, mais ils ont été chacun respectueux de leurs partenaires respectifs, et ils n'ont pas fait de bêtises, ils se sont interdits. Et puis une fois que la vie a évolué, ils se sont retrouvés, ils étaient célibataires, mais lui, une semaine après, il partait. Bon. Elle voulait savoir si elle allait le retrouver. Ok, je regarde et je lui dis, écoutez, je suis désolé, mais c'est pas tout de suite. Je ne vois pas ça tout de suite. Je dis, visiblement, vous avez des études à terminer. Et pour vous, les études, c'est votre priorité, ça va être le socle de votre vie. Elle me dit, mais c'est comme ça que je l'avais prévu. Bon, ça me rassure quelque part. En règle générale, les gens qui me consultent, ils veulent des bonnes nouvelles tout de suite. Bah oui, mais moi, je ne fais pas dans la complaisance. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Si vous venez me voir, vous prenez le risque d'entendre des vérités qui ne sont pas forcément plaisantes, pas forcément conformes, telles que vous les souhaitiez. Donc, je dis, c'est pas pour tout de suite. Pour moi, c'est pas avant 4 ans, voire 5 ans. Vous finissez vos études en 4 ans, c'est ça? Le calcul a fait oui, c'est ça. Je dis bon, et après, visiblement, j'ai une année un petit peu bâtarde, on n'est plus en études, mais il y a une situation professionnelle qui doit se mettre en place, et je fais ça. Mais c'est une situation professionnelle qui vous a amené à voyager, parce que je vois des feux de puce. On me dit, bah, je vais être hôtesse de l'air. Ah bah oui, alors effectivement. Et bah, bon. Je regarde, je prends quelques supports, je fais quelques tirages, et je lui dis, bon, oui, vous allez le retrouver. Et là, je ne sais pas comment lui dire. Vous allez le retrouver, mais à ce moment-là, moi, ce que je sentais, c'est qu'il n'allait pas l'attendre. Je lui dis, là, en ce moment, vous êtes en train d'échanger, SMS, etc. LSN, oui. Vous êtes amoureux, vous êtes déclaré, vous voulez faire votre vie ensemble, c'est ce que vous me dites. Il me dit, oui, tout à fait. Je ne savais pas comment lui dire. J'allais briser ses rêves, et je tourne autour du pot. Et je lui dis, bon, vous allez le retrouver, mais bon, ça va être un petit peu difficile, il y a du temps qu'on va passer, il y a des vies qui auront changé, je ne sais pas trop le dire, puis j'ai le sentiment de ne pas accomplir mon rôle correctement. Et au bout d'un moment, bon, non, il faut que je mette les deux pieds dans le plat, parce que sinon, le jour où elle va être confrontée à ça, elle va tomber des nues, elle va être catastrophée, ça va l'anéantir. Et je dis, bon, écoutez, je suis désolé, mais ça va être un peu brusque, mais quand vous allez le retrouver là-bas, il ne vous aura pas attendu, il sera déjà avec quelqu'un. Et j'avais peur de sa réaction. Et vous savez, la réaction qu'elle a eue, elle me dit, ah mais il connaît un personnage, ça ne m'étonne pas. Je me suis rendu malade pour rien. Tout ça pour vous dire que la pudeur, non, il faut arrêter avec la pudeur.
on peut avoir peur de la réaction de l'autre, on peut avoir peur de le blesser. Non, c'est une peur, et la peur, c'est quelque chose d'illusoire. La peur est illusoire, elle n'existe pas. La vérité, c'est l'expérience. Si vous ne le faites pas parce que vous avez peur, vous n'êtes pas dans l'expérience, donc vous n'êtes pas dans la vérité. Il faut oser, avoir l'audace de faire, oser. Et puis vous découvrirez au fur et à mesure. Et là, moi, et c'est pas la première fois que je n'ose pas dire les choses, j'ai peur de la réaction de l'autre, et quand je dis à la personne, finalement, non, elle l'entend bien. En fait, c'est la projection. Moi, m'annoncerait ça, ça m'anéantirait. Donc, par projection, j'imagine que la personne en face, ça va être la même chose. En fait, non. La personne en face, c'est pas moi. Elle va avoir une réaction différente. Elle peut avoir une réaction similaire aussi, hein, mais ça sert à rien de se rendre malade pour rien. Donc, il faut arrêter avec la pudeur. Il faut un enfant, il ne réfléchit pas, pudeur, pas pudeur, il est spontané, hop, il y va, il fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. C'est ça. Pas après pas. C'est ça. C'est découvrir au fur et à mesure. C'est ça dans le cœur. De s'adapter. En fait, le problème, quand on se fixe un objectif, on va réfléchir à comment atteindre l'objectif. On dresse un plan. Et ensuite, il y a les imprévus de la vie qui vont venir bousculer votre plan. Ça ne va pas vous faire plaisir et vous allez dans l'ego. Vous allez vous stresser. Et pourquoi ça se passe comme ça? Moi, j'ai prévu comme ça. Et non, il faut y aller les mains dans les poches. Vous savez quoi, le bac, j'y suis allé les mains dans les poches. En philo, écoutez bien, en philo, tout au long de l'année, alors j'ai passé 2 fois ma terminale. La première fois parce que j'avais une petite amie, c'était le grand amour, puis ça s'est terminé, l'année du bac, donc je n'avais plus rien à foutre. Donc j'ai échoué au bac. Mais c'est de ma faute. Je ne voyais pas l'intérêt d'avoir le bac, j'avais des projets, et puis les projets s'écroulent, alors à quoi ça sert que j'ai un diplôme? Bon, j'ai foiré, c'est de ma faute. Deuxième année, j'ai serré mes mains dans les poches, de toute façon j'étais bon élève, mais c'est l'avantage d'être médium. J'ai serré les mains dans les poches. Donc les 2 années, en philo, 6 de moyenne. 6 de moyenne, pourquoi? Parce que la prof, elle en avait ras-le-bol qu'un sujet, on a 4 heures pour bosser le sujet. Moi, au bout d'1 heure, je rendais ma copie, je partais. Je ne développais pas suffisamment. Donc elle me mettait 6. Parce qu'elle estimait que je ne travaillais pas assez. Et puis en même temps, j'ai ma philosophie. Et elle, en tant que prof de philo, elle voulait qu'on soit d'accord avec tel philosophe. Oui, mais moi, si j'ai un avis contraire et différent, j'ai le droit d'avoir mon avis contraire et différent. C'est ça la philosophie pour moi. C'est que chacun, on doit avoir sa philosophie. On n'a pas imposé à l'autre notre philosophie. Sinon, je ne suis pas dans le cœur, je suis dans l'ego. Je veux contrôler la vérité de l'autre, l'expérience de l'autre, la pensée de l'autre. Elle était comme ça. Donc, il y a des fois, je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait. Et je mettais moi ce que j'avais envie, ce que je pensais. Fixe. Hors sujet n'a pas compris. Change de métier, madame. Donc, fixe pendant 2 ans. Bon, l'année pas, pareil, on a 4 heures. J'avais donné un rendez-vous à une petite copine à 15 heures. 1 heure après. Je m'installe à table, je regarde l'heure, 13h55. Bon, allez, dépêche-toi de distribuer les copies. Moi, dans 1 heure, il faut que je parte. Et puis, 14h01, 14h02. Bon, il fait quoi? Il distribue ses copies ou quoi? Je suis pressé. Et puis, il y a mon camarade de classe, mon binôme, comme je l'appelais, qui était devant moi. Il se retourne, il fait. Mais t'es pressé, comment ça? Je dis, j'ai rendez-vous, moi, dans 1 heure. Il me dit, mais Didier, c'est le bac. Je fais, et alors? Je dis, c'est philo, coefficient 1. Et j'ai fait un bac G, compta. Donc, il n'y avait pas de sens physique, il n'y avait pas de sens naturel. On n'est pas des grands penseurs, on est bête, il paraît en G. Bon, philo, coefficient 1. Et là, je lui dis, non seulement je le ferai en 1 heure, mais en plus de ça, j'aurai une bonne note. Je venais de le capter. Les sujets ont été distribués. Les 2 premiers ne me parlaient pas. Le 3e sujet, les lois assouvissent-elles l'homme ou le rendent-elles plus libre?
Je me rappelle encore du sujet. Inspiration. C'est pas moi qui ai écrit, hein. J'étais inspiré. J'y suis allé les mains dans les poches, j'ai rien révisé. Je n'ai cité aucun nom de philosophe, aucun nom d'auteur. Ça rapporte des points, ça. Je n'ai cité aucun, je ne connaissais aucun. J'ai rien révisé. J'étais inspiré, j'ai répondu ce qu'il fallait répondre. Je savais ce que la personne attendait. J'ai répondu ce qu'elle avait envie d'entendre. Je n'ai pas dit ce que je pensais moi, hein. J'ai répondu ce qu'elle avait envie d'entendre. Voilà. Grâce au droit, on est plus libre. Alors, regardez la situation dans laquelle on est aujourd'hui en France. On vous pompe du pognon, vous avez une cabane de jardin, c'est taxé. Bientôt, on va nous taxer l'air qu'on respire. Hein, on va taxer, hein, on va y arriver. Hein. Il y a de plus en plus de pollution. Ils vont vous dire, on a inventé des machines pour purifier l'air, ça coûte de l'argent, hop, des impôts. Vous allez voir qu'on va y arriver. Tout ce qui est gratuit, on va vous taxer de plus en plus. Vous savez que, si vous renseignez, cherchez bien sur Internet, hein. 5e République, on n'est plus en 5e République, c'est faux. Sarkozy, normalement, il y a la séparation des pouvoirs. Sarkozy, il a cassé ça. On a touché à la Constitution. L'État, maintenant, peut voter des lois. C'est ce qu'ils font. La loi anti-casseurs, ça a été voté par l'État. Comment? C'est ça. On n'est plus en République. C'est terminé. Mais ça, on ne vous le dit pas. Hein. On ne vous le dit pas. Ils font ça en douce, en cachette. Ils votent des lois juste avant les vacances, tard le soir. Il y a des lois qui ont été votées. Il n'y avait que 32 parlementaires qui ont voté. Au lieu d'avoir les 577, je ne sais pas quoi, là, il n'y en avait que 32. C'était voté. Ils sont où les autres? C'est fait dans votre dos. Hein. Et il ne faut pas vous fâcher. Voilà. Continuez de penser bêtement comme un bouton, de suivre la foule. Et voilà, on ne veut pas que vous le pensiez. Vous n'avez pas à réfléchir. Regardez la télé. C'est tout. La télé, c'est la vérité. Voilà, on va vous dire ça. Moi, je vous amène à réfléchir par vous-même, à découvrir par vous-même. Faites votre propre expérience. Vous aurez votre propre vérité. Et par rapport à cette notion de vérité, pour une même expérience, il y a des tas de vérités différentes. Ça, c'est pareil, c'est un enseignement que j'ai reçu de mes guides. Ils m'ont apporté une explication, ils m'ont fait visionner une petite scène. Ils m'ont dit, tu es chez toi en plein été, c'est le cagnard, il fait super chaud, tu es dans ta piscine, tu es à l'aise. Moi, sur le coup, je comprends l'exemple, mais j'ai pas de piscine, mais c'est pas grave, je comprends l'exemple. Sauf que depuis le 1er février, j'ai déménagé et maintenant j'ai une piscine. Comme quoi, c'est jamais par hasard les choses qu'ils nous disent. On les comprend peut-être pas sur le coup, mais bon. Et puis, il me dit, t'as un ami qui vient de rendre visite. La logique voudrait que je sorte de la piscine, on va à l'intérieur et puis on discute. Et mon ami, quand on a marre d'avoir chaud, il me dit, ça t'embête si on se met dans la piscine tous les deux? Non, moi ça ne m'embête pas. Au contraire, on sera plus à l'aise dans l'eau, au frais, qu'à l'intérieur de la maison, à étouffer. Il change, et avant de rentrer, il fait, attends, elle est bonne ou moins? Moi, je suis hyper frileux. Si moi je suis dans l'eau, c'est qu'elle n'est pas froide. Donc, naturellement, je lui dis, bah oui. Il rentre dans l'eau, il ressort, il fait, putain, mais les jeux, mais t'es con. Voilà l'exemple. Ma vérité à moi, l'eau, elle est bonne. Sa vérité à lui, elle n'est pas bonne. Il y a un problème là. Il y en a un des deux qui déconne. Non, les deux vérités sont vraies. C'est la même température de l'eau pour lui que pour moi. C'est la même température extérieure pour lui que pour moi. Par contre, ce n'est pas la même température corporelle intérieure pour lui ou pour moi. Donc, on va avoir deux résultats différents. Sa vérité, c'est la sienne. Elle est vraie, elle est authentique pour lui. Ma vérité, c'est la mienne, elle est vraie, authentique pour moi. Je n'ai pas cherché à savoir qui a des deux a raison, les deux ont raison. Oui, monsieur? Alors là, vous parlez chinois. Je vous ai dit, j'étais bon élève parce que j'avais des bonnes notes, mais pas bon élève parce que je travaillais. Donc là, vous allez me faire des yeux dans la tête. Ça fera l'objet d'une autre séance. Voilà, c'est ça. Là, voilà. Donc, okay. Ça dit ce que j'ai reçu des guides. Mais oui, une dernière question alors. Parlez plus fort parce que. Mm-hmm.
Oui, mais c'est pas le cœur, c'est l'ego. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, je vais vous apporter la réponse. La réponse qui vient de m'être donnée immédiatement. En fait, quand vous évoluez, vous n'évoluez pas que vers la lumière. Vous évoluez en double. Vous évoluez vers la lumière et vers le côté ténébreux. C'est-à-dire que plus vous développez le cœur, plus l'ego va se développer également. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus vous allez dans le cœur, plus vous allez être hypersensible. Et de cette hypersensibilité-là, ça va faire réagir le côté caractériel de l'ego qui va vouloir se défendre dans la souffrance qu'il va ressentir. Après, le choix vous appartient. Il y a le choix de communication. Soit vous mettez dans la colère, vous tapez du poing sur la table et puis vous gueulez un bon coup. Et effectivement, malheureusement, il y a des gens qui réagissent comme ça. L'exemple avec ma compagne, je suis quelqu'un de très diplomate. J'aime communiquer. S'il y a quelque chose qui me dérange, je lui en fais part. Avec douceur, avec bienveillance. C'est trop doux pour elle, donc pour elle, c'est pas important. Je dis les choses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Au bout d'un moment, j'en ai marre de parler. Elle me dit oui, mais elle n'intègre pas. Elle continue. Au bout d'un moment, elle me dit merde, elle n'en a rien à foutre de ce que je dis ou quoi? Et là, je rentre dans l'ego. Et là, je fais un caca nerveux. Et en faisant le caca nerveux, j'ai gueulé, ok, c'est important. Après, elle écoute. Il y a eu quand même 5 occasions que ça se passe bien. Elle fonctionne comme ça. Donc, malheureusement, il y a des personnes, vous aurez beau être gentil, c'est ça l'art de l'interprétation, il va falloir bien savoir écouter l'autre et parler son langage à lui. Vous avez des personnes qui ont été élevées dans la violence, qui ne connaissent que la violence. Si vous leur demandez les choses gentiment, ils ne sont pas habitués, donc ils ne vont pas comprendre. Mais vous leur parlez violemment, ça, ce langage-là, ils connaissent. Et ils vont répondre. Voilà. Donc, le choix vous appartient. Il y a des fois, oui, je vous dis, même moi, je me mets en colère. Hein. Il y a des choses, je ne peux pas rester insensible à l'indifférence, à l'injustice, et je suis le premier à me mettre en colère. Mais quand je me mets en colère, c'est mon ego qui parle, c'est pas mon cœur. On ne peut pas être que dans le cœur, que dans l'ego. C'est un petit peu le processus, le symbole du yin et du yang qui sont entremêlés. Hein. On ne peut pas les détacher. Et même dans la partie yin, il y a une petite pointe de yang, et dans la partie yang, une petite pointe de yin. Les deux vont de pair. Les deux sont ensemble. Mais à vous de faire le choix de comment vous véhiculez tout ça. L'abbé Pierre, effectivement, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un de très charitable, qui a le cœur sur la main. Il ne supporte pas l'injustice, il se met en colère. Mais il disait des choses qui étaient très vraies, qui étaient très justes, avec les larmes aux yeux. Il ne supporte pas, mais je le comprends. Je comprends, parce qu'en tant que médium, en pâte, je suis une éponge, je ne supporte pas la souffrance. J'ai regardé un film au cinéma, je me mets à chialer. Alors, je me cache, parce que je suis un homme ça ne pleure pas. Encore une idée qu'on m'a mis dans la tête. Non, je ne vais pas me cacher. Et j'ai perdu mon père, j'avais 26 ans. En 99. À 26 ans, je n'étais pas prêt. C'est trop jeune pour perdre son père. Maintenant, je vois une scène de cinéma avec un fils qui se fait s'évaluer à son fils, je pleure. Parce que ça me fait réagir par rapport à ce que j'ai toujours pas cicatrisé avec le départ de mon père. Je sais qu'il est bien de l'autre côté, il m'a fait des signes, il veut me voir, c'est génial. De temps en temps, je sens sa présence, ou son odeur des cigarettes que je détestais. Aujourd'hui, je suis très content de la ressentir. Donc, je sais qu'il est bien de l'autre côté, je suis heureux pour lui. Mais n'empêche que il y a une part de souffrance que j'ai toujours pas soignée, que j'ai toujours pas guérie. Voilà. On fait une petite pause? Oui, merci beaucoup, Didier. Je pense qu'on peut l'applaudir pour cette belle conférence.